Voilà, je pense que c'est l'heure de commencer. Pour l'instant, je vais couper ma caméra pour avoir un visuel plus important sur l'écran. Trucs et astuces pour l'impression 3D, une approche pratique. Je m'appelle Thiago Quilas. Je suis senior sales spécialiste en digital dentistry. Aujourd'hui, on va parler de l'introduction. Enfin, on va faire une petite introduction sur l'impression 3D. On va aussi voir un peu quelles sont les différentes technologies. Un peu de résine, on va parler un peu de matériaux pour l'impression 3D, c'est important, ça fait partie de la production. On va voir pour la conception quelles sont les astuces, les choses qui sont assez intéressantes à prendre en compte lors d'une conception de fichier pensé pour l'impression 3D. On va parler un peu de nesting, hein, comment faire la mise en place du plateau, est-ce qu'il y a des choses que je ne fais pas encore et que je peux faire, est-ce que, voilà, on va avoir cette approche. Ce sera aussi le côté pratique avec une démonstration de logiciel. Après, on va parler de sécurité, des sens communs, de ce que, évidemment, nous aide à mieux s'en servir de nos investissements. Et voilà, l'impression 3D. Alors, c'est quoi l'impression 3D? C'est la construction d'un objet par un pilage, hein, de couche sur couche. On va aboutir à un objet avec ces couches qui sont posées un sur les autres. Donc, la dimension X, Y, ça veut dire que si on est dans un plan 3D, on a trois plans, X, Y et Z. Normalement, le X peut être les plans horizontaux, les Y, les plans verticaux, et les Z, pardon, les Y, les plans horizontaux, mais dans un sens inversé, et les Z en vertical. Donc, on a ces trois plans qui font le plan tridimensionnel de l'impression. Voilà, donc on va créer un objet à partir de zéro. Par le principe de l'hystérolithographie. Ça veut dire que voilà, l'apilage des couches nous permet d'avoir un objet solide. Solide à l'écran, mais aussi solide au monde réel, parce qu'on est en train d'imprimer en 3D. Non? La hauteur de chaque couche, c'est ce qui va déterminer la précision, l'état de surface. Mais plus fin on a des couches plus fins, plus de détails on peut avoir. Et ça, on peut avoir bien ici si on prend différents largeurs. Évidemment que ça, c'est automatisé dans la plupart des machines 3D, mais quand on passe sur des machines qui ont la possibilité de paramétrer, c'est important à savoir comment faire, même qu'on ne va pas s'en servir de ça tous les jours, parce qu'on parle de marché spécifique, d'une application dentaire, hein, dans l'application musicale. On a toujours la possibilité de jouer avec ça. Ça nous permet de mieux se servir de la technologie. En approchant différentes technologies d'impression 3D aujourd'hui, dans le marché dentaire spécifiquement, nous avons trois. Ce sont la SLA, DLP et LCD. SLA, pour stéréolithographie, et normalement, c'est fait par laser. Les lasers sortent d'une source, elle va être projetée sur une surface miroir. Cette surface miroir, avec des micromoteurs, vont faire la projection, la réflexion de cette rayon de lumière, donc les lasers, et la photopolymérisation va se faire vers les couches de façon linéaire, plutôt une trajectoire. Autant que pour la technologie DLP, donc Digital Light Processing, il y a un projecteur au fond de cette boîte qui projette directement chaque couche d'impression. Donc, en fait, l'impression, elle est faite dans les plateaux entiers, différemment de la SLA, où il y a une trajectoire de laser, hein, il passe de façon linéaire autour d'une trajectoire. Sur la technologie DLP, on voit que toute la surface déterminée des projections s'est imprimée au même temps. Entre guillemets, cela permet d'aller un peu plus vite.
hein, dans ce type de technologie. Et aussi, on a la technologie LCD, donc Liquid Crystal Display. Si on peut, dans la même optique de ce qu'on a dans différents dispositifs électroniques qu'on a aujourd'hui, basiquement, on a la lumière qui est projetée directement à partir d'un écran. D'accord? Alors, cet écran, il peut servir à la fois d'ombre sur un projecteur qui est derrière lui. Or, il peut utiliser aussi sa propre lumière. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur un salon de technologie, j'ai passé, il y avait un petit stand avec des gens qui proposaient une sorte d'adaptation, une petite imprimante 3D pour être utilisé avec notre portable. Bah, bon, voilà, c'est un exemple d'LCD. Évidemment que dans l'impression professionnelle, la technologie LCD est beaucoup plus avancée. Hein. On ne parle pas d'imprimer avec un portable, un téléphone portable, mais aussi avec un système, un display qui peut imiter la bonne rayon, enfin, la bonne longueur d'onde pour la lumière. On va voir ça en détail. Il y a aussi d'autres types de technologies, comme par exemple le FFF, c'est la fabrication additive par filament. Donc, mais cela ne concerne pas vraiment le marché d'Inter, on n'a pas la précision, on n'a pas la surface. C'est pas vraiment ça qu'on souhaite. À l'heure actuelle, on a d'autres solutions beaucoup plus intéressantes. Donc, on a une solution intéressante au niveau de machines d'entrée de gamme. Bah, c'est la Formlabs. La Formlabs a cassé les glaces hein, sur le marché d'Inter. C'est eux, peut-être, qui ont quand même réussi à populariser l'impression 3D avec les modèles précédents, le Formlabs 2, qui a connu un énorme succès et qui aussi a permis à beaucoup de dentistes, de laboratoires, enfin de professionnels en général, de faire son premier accès dans l'impression 3D. Et dans la technologie SLA, on voit ici les mécanismes. En fait, il y a deux mécanismes qui permettent à la direction de laser. Ce type de machine, elle est quand même propriétaire au niveau des résines, donc ça veut dire qu'il faut que vous achetez de cartouches pour la faire fonctionner. Et la Formlab 3B, c'est l'imprimante dédiée pour le marché d'Inter. Et on espère voir de bonnes améliorations par rapport à la Formlabs 2, laquelle ils ont quand même eu pas mal de soucis techniques. C'est proposé en forme de service d'un abonnement annuel. Alors ça, c'est la part de Formlabs hein, qui propose un abonnement. Vous pouvez payer par an et avoir un pot de service à côté, à part de côté de Revender. Dans cette même philosophie, donc on présente un peu le portfolio de produits avant d'entrer dans la partie de trucs et astuces pour l'impression 3D. La technologie d'LP est présentée ici par la SIGA. La SIGA, on va la placer plutôt comme une machine déjà professionnelle parce qu'on a une résistance au niveau de précision, enfin, la durabilité du système comme un ensemble, il y a beaucoup moins de mécanismes. Les projecteurs, donc c'est très fiable. On a aussi un support technique qui est à vie, limité, il inclus, c'est l'annonce de fournisseurs. On peut toujours s'y apporter à eux. On a toujours une firmware, une amélioration au niveau de son logiciel. Ça, c'est gratuit. Ça s'inclut dans les produits. Mais certainement, le plus intéressant de ce type de machine, c'est qu'elle travaille avec une longueur d'onde de 385 nanomètres. Cela permet à travailler aussi avec des résines biocompatibles. On va voir ça en détail tout à l'heure. Mais aussi, on travaille avec 100% de résine ouverte. Ça veut dire que là, on n'est plus attaché à un seul fournisseur. On peut choisir toute une gamme de différents types de matériaux et en profiter de chacun, car peut-être un faire mieux le modèle qui d'autres. Enfin bref,
La partie de consommables, on va aussi discuter dans quelques petites minutes. Dans cette même technologie, DLP, mais là en parlant de machines de production, d'accord, donc avec une surface, un volume d'impression beaucoup plus importante que les modèles Max UV, mais aussi avec la possibilité de travailler avec deux types de longueurs d'onde, donc 385 nanomètres et aussi 405 nanomètres. Cela ouvre l'aspect consomable d'une façon vraiment importante, non? Avec une résolution en 4K, ça veut dire que le projecteur qui intègre cette technologie, elle est en 4K, c'est les dernières cris au niveau technologique aujourd'hui. Projecteur 4K, c'est une puissance assez impressionnante et c'est intégré dans ce type de machine, hein, la Siga Pro 4K. Et pour parler encore une fois de ce qui me fait être aussi impressionné par la qualité, surtout la qualité de surface de ce type de machine, c'est la façon comment la technologie elle est présentée, mais pas la technologie DLP, la technologie SPS, c'est-à-dire système de positionnement intelligent. C'est-là, en fait, travaille avec l'aide de 4 encodeurs. Alors, il y a 4 senseurs ici qui vont positionner les plateaux avant chaque couche d'impression. Mais là, les calculs, elle est très vite. Donc, en fait, ça ne change rien au niveau de temps d'impression. Mais les niveaux au niveau de bac de résine, au niveau de la projection, permet aux couches d'impression d'être exposées uniquement après que la cible de la plateforme elle est atteinte. Donc là, on est toujours dans la position exacte parce qu'il y a des encodeurs qui vont lire le positionnement, ils vont compenser, ils vont activer le projecteur pour une couche en état de surface, ce qui représente aussi une précision assez impressionnante, mais aussi durable dans le temps, parce que ce sont des senseurs. Et en passant sur la technologie LCD, la technologie LCD, on a vu tout à l'heure, là, on a les représentants de cette marque Structo, en fait, représentants de cette technologie Structo. Donc, les matériaux sont propriétaires ici. Ça veut dire, voilà, on va acheter ces résines directement de cette marque. Par contre, je la positionne comme une machine de segment. Ça veut dire, c'est une machine dédiée à une application précise. Je pense que l'application plus intéressante que nous avons avec ce type de machine, c'est pour l'orthodontie. Donc, si vous avez un projet de production de gouttières transparentes pour l'orthodontie, si vous voulez se lancer dans une production de pièces solides, par exemple, avec une très haute vitesse, un coût de consommable assez réduit, cette machine est certainement une machine assez intéressante. C'est clair, elle peut aussi faire d'autres choses avec deux types de résines qui la marque présente, mais pour l'orthodontie, c'est ça où on trouve son best in class, hein, la meilleure façon de travailler, la meilleure application qu'on arrive à sortir avec. Et vous pouvez voir ici la plaque LCD, comment elle fonctionne. Hein, donc la projection est directement faite dans les couches. Ici, on a une couche de silicone. Ça, c'est standard pour tous les imprimantes 3D, soit SLS, soit DLP, soit LCD. Et après, ici, tout à haut, le plateau où les éléments sont imprimés. On ne peut pas parler d'imprimante 3D, d'impression 3D sans parler des différents types de résines. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, 385 nanomètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la longueur d'onde est un peu plus courte que 405, d'accord? Donc, les ondes sont un peu plus longues et cela permet de pénétrer beaucoup plus profondément dans la masse, dans la résine. Et ça, en plus d'être une exigence pour tout ce que c'est matériaux biocompatibles, donc qui va en bouche, qui est en interaction avec les corps humains, ça permet aussi d'endurcir beaucoup plus rapidement. Parce que quand on imprime une couche,
en résine, ben, on souhaite solidifier cette couche, mais on souhaite aussi que cette couche soit collée avec les couches précédentes. D'accord? Donc, en fait, quand je fais une émission de lumière qui va me solidifier, va photopolymériser cette couche, mais qui va aussi attacher cette couche dans les couches précédentes pour créer mon objet, ça m'intéresse parce que ça m'évite d'avoir des délaminations possibles. Hein? On va voir la délamination qui est en fait un problème dans la partie pratique, mais c'est ça, vous pouvez avoir une machine, donc faites le choix d'avoir une machine qui peut fonctionner avec 385 nanomètres et ça vous assure autant au niveau de matériaux biocompatibles, mais aussi au niveau de la façon comme cette pièce est construite. Ensuite, on a aussi une application spécifique pour chaque type de résine. Donc, on ne va pas mélanger des résines, d'accord? On va plutôt utiliser une machine, une résine pour faire des modèles, un autre type de résine pour faire des gingiva, pour faire du calcinable, pour faire des éléments transparents, des guides chirurgicaux, de toutes sortes de matériaux, et aussi des dents. Et c'est aussi intéressant d'avoir une machine qui peut vous donner une certaine liberté de choix. Ça veut dire que dans différents fournisseurs, vous avez le choix de travailler. Peut-être vous voulez essayer Keystone, Ordetax, enfin bref. Il y a cette possibilité dans des machines qui sont dites ouvertes. Là, quand on parle de matériaux ouverts pour l'impression 3D, ça veut dire qu'on peut, dans la gamme de longueur d'onde qui correspond à la machine, bah, on peut choisir n'importe quel type de résine disponible dans le marché. Mais c'est justement du côté du consommables, du côté des matériaux qu'on va voir le plus d'innovation. Je peux dire ça parce que l'impression 3D, c'est quand même une technologie qui vient déjà des années 80, donc c'est assez consolidé au niveau de ce qu'on peut faire au niveau de la technologie, du principe d'impression 3D. Mais au niveau du matériel, ça, il y a encore beaucoup de place pour d'amélioration. Il y a beaucoup de place pour l'avancement de la technologie. Et donc, je présente ici Crontech. C'est un produit suisse fabriqué par Serenco, donc Dental Access représente, et qui permet tout simplement de faire des prothèses permanentes. Ça veut dire que là, on parle d'un objet qui sort directement de l'imprimante 3D et qu'après son traitement, ça veut dire voilà, son petite glaze, sa petite polissage, va être posé directement en bouche. Alors ça, c'est révolutionnaire parce que on coupe beaucoup d'étapes et aussi, ça nous permet de gagner davantage au niveau de temps de façon assez spectaculaire, mais aussi avec différentes couleurs, différents types de tentes sont disponibles dans la gamme de Vita, donc des tentes Vita à 2, à 3, à 3,5, etc. Mais aussi, ce que je trouve super intéressant pour vous qui êtes dans le numérique déjà, la production de dentures, de prothèses complètes. Ça veut dire que là, on peut créer à partir d'une bibliothèque virtuelle notre propre dent et on peut les imprimer avec l'aide de ce type de produits. En comparaison, si on allait usiner des blocs en PMMA, des disques en PMMA, bah, vous savez, le PMMA, c'est très dur. Il faut le polir, etc. Enfin bref, là, non, là, on fait la forme qu'on souhaite, on imprime, et comme ce sont des dents qui ne sont pas super hauts, bah, l'impression, ça se fait en quelques minutes. C'est assez extraordinaire de pouvoir penser à une prothèse permanente imprimée en 3D. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et aussi, dans la partie de gouttières dentaires, notamment pour l'application des systèmes d'entr'enflement, des systèmes des occlusions. Là, on souhaite ouvrir l'occlusion pour continuer un traitement de plusieurs dents en même temps. On a ce type de matériau qui est complètement biocompatible, qui est transparent, qui est polissable, qui ne prend pas de tâches et qui est imprimable et flexible.
Donc, il y a un niveau de flexibilité qui permet d'avoir un confort en bouche. Et ça, les patients peuvent porter et vous pouvez les imprimer. Alors, c'est super facile à concevoir une gouttière dite Sprint, hein, avec l'aide d'un logiciel type 3G. Il y a, il y a des workflows, il y a des flux de travail assez simples. En fait, on détermine la zone qu'on souhaite que la gouttière prenne en compte. Ben, le logiciel fait son calcul et ensuite, c'est disponible, les fichiers pour l'impression et on les imprime avec ce type de matériaux. C'est assez intéressant, c'est une grande nouveauté. Et voilà, on passe maintenant à ce qu'on peut projeter comme une conception de fichier. Non? Alors, il y a plusieurs façons de trouver un fichier pour l'impression. Soit je l'ai scanné avec l'aide d'un scanner de bureau. Donc, je vais préparer mon cas. Soit je reçois l'empreinte numérique. Ce qui m'intéresse du côté d'impression 3D, c'est de couper, hein, faire un découpage. Ça veut dire que voilà, si dans l'empreinte numérique, on a un peu des tissus mous qui ne sont pas vraiment nécessaires, je dois en fait découper ces types de matériaux qui ne m'intéressent pas pour le projet que je souhaite faire. Non. Je peux aussi créer des modèles CRO hein, qui va me permettre un peu d'économiser de consommables. Mais bon, évidemment, ça augmente un peu le temps de conception parce que là, il y a une étape supplémentaire, même que cette étape ne prend pas beaucoup de temps, il y a des manipulations à faire. Hein, à la place du modèle qui est complètement solide. Hein. On va peut-être indiquer plutôt des modèles solides pour les petits modèles, peut-être un cadran, peut-être un partiel. Hein. On va aussi éviter, lors de la conception de fichiers, de créer des contre-dépouilles inutiles. Parce que si on dépasse 60 degrés, on sera obligé, par exemple, de créer des supports. Des supports, c'est un peu de résine qui va partir dans l'impression. Donc, je souhaite éviter ces types de contre-dépouilles s'ils ne sont pas vraiment nécessaires. Mais il y a aussi ce qu'on peut faire, là c'est assez intéressant, on peut intégrer une petite barre comme celle-là, ici, au niveau des attachements d'un tel système, par exemple, et on peut créer une barre d'impression. Cela va aider dans la manipulation du modèle, cela va imprimer aussi dans l'instabilité physique du modèle, ça dépend de ce qu'on va faire après. Une autre astuce qu'on trouve intéressante, c'est de plutôt donner préférence à l'intrusion de nom, là, comme on voit ici. Pourquoi? Parce que des fois, si on fait une extrusion, on peut avoir des détachements de cette petite i, par exemple, là, de point de i, il peut se trouver qu'il se détache parce qu'il est tellement petit. Et après, on va avoir un élément solide dans les bacs. Et on ne souhaite pas voir des éléments qui ont une résine très propre, très pure dans les bacs d'impression. Hein. Donc, on a un peu ce type d'astuces, enfin, de manipulation. Moi, je fais de façon 100% tous mes modèles. Or, tout ce que je fais, j'essaie de suivre ces types de conseils. On a une partie démonstrative tout à l'heure. Restez connectés, on a une démo live dans quelques minutes. Aussi, ça j'ai appris il n'y a pas longtemps, j'essaie de créer des cales sur la base du modèle. Là, vous pouvez voir ici, on fait un petit cale. Ça m'aide à sortir de mon plateau d'impression avec les spatules. C'est vachement pratique et je vais vous montrer comment faire ce type de cale. Aussi, super important, c'est de penser à l'épaisseur, pas un rapport au type d'application qu'on souhaite faire. Ça veut dire, voilà, si je vais thermoformer sous vide, j'ai besoin d'une épaisseur qui donne la résistance correcte à mon modèle, à la pièce que je suis en train de fabriquer.
il y a une pression qui vient quand même. Donc, sinon, bah, normalement, ce type d'épaisseur, elle est déjà, on s'étape au niveau du logiciel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer tout le temps. Mais c'est bien de savoir comment changer et pourquoi changer. Hein. Donc, pensez à ce type de détails quand vous êtes en train d'imprimer. Pensez au type d'application que vous allez s'en servir pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, passons sur la partie de mise en place plateau. Ben, on peut faire une impression horizontale, verticale. On peut utiliser des supports sur différents formats. Hein. On peut aussi créer d'angles. En fait, créer des angles, c'est assez intéressant. Ça me permet de ne pas créer une force trop importante sur les silicones. Alors, silicone, en fait, c'est mon bac de résine. D'accord? Le bac de résine, c'est où je vais ajouter ma résine. C'est un bac transparent. Et au-dessous de ça, donc le projecteur, or le laser qu'on porte, va m'envoyer l'information pour la photopolymérisation. Donc, en fait, cette bac de silicone, ben, je souhaite le préserver le maximum de temps possible. C'est inconsommable aussi pour l'impression en 3D, mais je souhaite le conserver le plus longtemps possible. Donc, je vais éviter de créer des formats, des fichiers, des positionnements sur la plateforme de façon à créer l'effet venteuse, hein, mais aussi des grandes forces d'arrachage. Ça veut dire que si je fais un élément, il est très grand, il est très plat, avec la viscosité du matériel, ça veut dire la plateforme descend, elle vient se positionner contre le silicone et après, elle monte. Bah, quand elle monte, il y a une force contraire. D'accord? Et cette force contraire, pour un élément qui était imprimé à plat, est beaucoup plus importante que pour un élément qui était imprimé en diagonale. Donc, c'est pour ça qu'on préconise, voilà, il faut lui donner un certain angle. Là, on peut faire un petit angle, 10, 15 degrés, ça suffit. Là, en plus, plus haut le volume d'impression, plus de temps j'avais besoin pour imprimer. Donc, je peux garder 10 ou 15 degrés, ça me suffit largement. Là, après, ça dépend de combien d'éléments j'ai disponible à imprimer dans le projet que je souhaite exécuter. On voit aussi d'autres types d'éléments. Et aussi, quelque chose que je trouve vraiment intéressante comme concept, c'est la possibilité de faire des petits trous ici. Vous voyez, hein, ces trous, en fait, dans ces cas, on a créé un modèle qui est creux, mais on a laissé des trous dans des zones stratégiques pour que la résine puisse sortir de l'intérieur de modèle, tout simplement. Donc, c'est de petites astuces comme ça qui nous permet d'être encore plus performant dans l'impression 3D. Au niveau des supports, évidemment, on ne va pas créer des supports dans les zones limitrophes. Ça veut dire, voilà, je ne veux pas ajouter des supports à côté de ma ligne marginale, il n'y a pas de sens. C'est justement là où j'ai besoin de maxi de précision, où je souhaite pas du tout faire un découpe de support. Là, donc, je vais éviter de créer ce type de phénomène que vous pouvez voir ici sur l'écran. Je vais aussi éviter de créer des supports à l'intérieur des zones dédiées. Ça veut dire que voilà, ce sont des zones, par exemple, l'entrée de die, hein, de troquel, je ne vais pas placer de support à l'intérieur. Mais si j'utilise, par exemple, la fonction automatique de création de support du logiciel, bah, ça se fait que le logiciel, il peut créer des supports dans cette zone. Mais c'est à moi de contrôler et retirer ces éléments qui ne sont pas désirables dans cette zone. Hein? Et aussi, trouver donc sorte que l'orientation de ces fichiers soit la meilleure possible pour éviter des contre-dépouilles. Éviter des contre-dépouilles dans des zones qui sont plutôt des zones d'application, c'est-à-dire des zones sensibles, des zones qui je vais travailler dessous. J'aime aussi avoir des supports autour de modèles, ça veut dire que je viens
toujours on peut soutenir vers l'extérieur, c'est important. Ça augmente la résistance vis-à-vis de la plateforme d'impression, c'est-à-dire la plaque laquelle les modèles vont être attachés lors du procès d'impression. Et la partie plus lourde, hein, je vais laisser toujours plutôt proche de la plateforme d'impression. C'est là, ça sert à quoi? À penser à ça. Ça sert à penser qu'en fait, la plateforme d'impression, elle va monter. D'accord? Donc, si elle va monter, ben, je ne souhaite pas laisser la partie plus légère, or plus petite, attachée vers le plateau d'impression. Ben, je souhaite que ce soit la partie plus grande. Donc, elle est bien attachée. Il ne risque pas de tomber, car il peut être trop lourd pour l'attachement qui a été mis. Donc, ça, on a déjà vu plein de gens sur des forums, Internet, Facebook, etc. D'ailleurs, vous pouvez nous liker sur Facebook, sur Instagram. Je ne sais pas si on est sur Instagram, mais Facebook, nous avons notre page et toute la communauté d'Internumérique est présente. Voilà, donc je ne souhaite pas que ça soit un fichier trop léger dans cette surface du plateau d'impression. Donc, je vais essayer de consolider la zone plus grande au plus près possible de la plateforme d'impression. Et évidemment, on doit trouver un bon équilibre entre toutes ces astuces que je viens de mentionner, mais aussi les temps qu'on passe pour faire la mise en place au niveau du plateau. Parce que si je vais faire une impression de quelques dents et que ça va prendre une demi-heure pour imprimer, je ne souhaite pas du tout perdre 15 minutes pour faire la mise en place de ces dents-là. Évidemment, 50% de temps de production de l'impression 3D, ben, je vais perdre moi en train de manipuler les logiciels. Non, évidemment que non. Là, tout simplement, ce que je souhaite, c'est d'utiliser une fonction automatique, on le place, etc. Mais dans certains cas où, à le besoin, j'ai acquis la connaissance pour bien positionner. Donc, cet équilibre entre le temps passé et les bénéfices, des fois, on passe beaucoup de temps. J'ai déjà vu des clients, et c'est pour ça qu'on arrive à être utile, c'est parce qu'on vient avec une vision qui amène un peu de valeur ajoutée. Une fois, j'ai visité un laboratoire, il était en train de positionner le maximum possible des éléments dans son plateau pour avoir une seule production. Mais en fait, il a passé tellement de temps en train d'orienter, et après, il a fait une erreur, il était obligé de recommencer. Bref, des choses c'est des erreurs de début. Hein. Aujourd'hui, voilà, on importe les fichiers, on autoplace, on utilise les fonctions automatiques et on valide chaque fichier. Ici, il faut qu'on change. Donc, je vais changer un seul fichier, pas tout l'ensemble. Et on arrive maintenant dans la partie démo live. On est déjà. Attendez, je vais manipuler mon ordinateur ici. On va commencer par le Data Manager. Alors, le Data Manager, enfin, j'ai déjà conçu mon cas ici. En fait, c'est une empreinte numérique faite avec le Trios. Elle est ici. Je l'ai préparée, enfin, je l'ai reçue. Après, ensuite, on peut passer. On a du temps, on a 33 minutes. Bah oui, on va peut-être faire ça de façon complète. Je vais même faire la couronne comme ça. Ça sera l'occasion de vous montrer un petit peu comment. Donc là, ici, je positionne mon élément occlusal. Ça, c'est indicatif plutôt pour le logiciel. Hein. Ensuite, ici,
ben, je les training des modèles, ben, pour moi, ça suffit. Vous voyez, moi, je ne veux pas perdre de temps en train d'enlever des zones comme ça, ici. Non, je laisse comme ça. Si le logiciel m'a déjà répondu qui passe par ici, c'était OK, ben, je fais tout simplement next. Non? Je n'ai pas de temps à perdre avec des détails. Je me concentre vraiment à ce que c'est important. Non? Ici, non plus, je n'ai pas besoin de préparer quoi que ce soit. Je vais tout simplement passer euh, là. Par contre, oui, là, il m'a proposé la ligne marginale. Ben, la ligne marginale, moi, surtout quand c'est des empreintes numériques en couleur, moi, je préfère passer en mode monochrome. Ça me permet de mieux voir. Je parle personnellement. Mais aussi, je préfère travailler par l'intérieur. Ça veut dire que ma première vérification, c'est que le logiciel m'a proposé, lui, je l'ai fait de l'intérieur. Je préfère. Après, chacun aussi a sa propre façon de faire. Mais moi, je préfère valider un peu par l'intérieur ici. C'est une zone un peu plus compliquée, donc je vais peut-être m'en servir des couleurs, vous voyez. Donc, je vais peut-être la placer plutôt par l'intérieur. Voilà. Bref. Évidemment, le but d'aujourd'hui n'est pas d'être un expert en dental system. Hein. Donc, je vais tout simplement passer. Ça me suffit pour ce qu'on va faire aujourd'hui. L'axe d'insertion, le logiciel fait automatiquement, c'est beaucoup mieux que moi et que l'œil humain, en fait. Non, la ligne cervicale aussi, on va la laisser telle comme elle est. Ici, dans la commande, c'est une couronne en zircone. Prenez des notes. Si vous avez des questions, on aura une session de questions et réponses. Vous pouvez s'en servir de chat pour poser vos questions. Donc, le logiciel m'a créé déjà l'anatomie qui va bien. J'insiste, on n'est pas sur une formation, dental designer ici, d'accord. Euh, Tout simplement, je fais les minimums nécessaires par habitude. Le but ici, c'est de vous montrer le modèle BDR et les astuces qui, qu'on peut avoir dans la construction des modèles pour l'impression 3D. Là, maintenant, j'ai fini la conception de mon objet, donc la couronne, et je passe à la conception de modèle. Là, c'est très rapide. Souvent, on va fractionner je peux créer des troquels pour les dents adjacents. Je ne ferai pas cette fois-là. Je vais tout simplement cliquer OK. Et mon troquel est déjà créé. Alors, c'est très intéressant et très peu de gens savent cette fonction. C'est qu'on a des paramètres de découpe. Cela permet à quoi? Cela me permet à choisir différents types de pins. Par exemple, là, je peux changer ici. Je peux aussi créer de différents paramètres. Ça veut dire que je peux augmenter l'épaisseur. Je peux créer ça, c'est lié au troquel. Mais je peux aussi déterminer l'espace entre les die et les modèles. Tout ça, c'est déjà paramétré et c'est déjà bon quand vous avez les bons matériels installés dans votre installation de Dental System. Ça veut dire que vous voyez ici ASIGA Dental Model solide. Ça veut dire que j'ai importé des fichiers DME, ce sont des fichiers de configuration de paramètres qui ne font pas partie de Dental System, mais qui on peut intégrer dans le Dental System. Et si vous écrivez à nous un petit mail, on peut vous envoyer ces types de fichiers pour que vous avez déjà une imprimante ASIGA, par exemple.
vous voulez les bons paramètres pour la cigale, bah, écrivez-nous une petite mail, écrivez-nous un petit commentaire. Bah, on va vous renvoyer, on va vous contacter, on va envoyer à vous ce type d'information. Elle est disponible, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ici, j'ai une liste quand même qui est déjà présente dans le dental system. Par exemple, digital model, c'est les standards, en fait, c'est la configuration de base. Mais après, chaque type d'imprimante et des matériaux a son propre modèle. Donc ici, je suis dans la configuration solide, hein, et ici, je suis dans la configuration hollow. Hein, ça veut dire que c'est les modèles creux. Hein, et ici, des modèles creux plus holes. Ça veut dire que les creux, plus il y a des trous pour la sortie de la résine. Donc, je vais choisir celle-là. Je vais cliquer OK. Et maintenant, mon modèle sera creux, mais aussi aura déjà des trous prédéterminés grâce à ce matériel qui était installé, qui était introduit dans mon dental system et qui me permet de gagner du temps, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, j'ai déjà mon objet. Je vais positionner là, ici. Hop. Je vais m'en servir de deux côtés. OK. Profondeur de texte 1 mm, ça veut dire qu'il est extrudé, parce que je souhaite que ça soit plutôt intrudé, donc je vais ajouter un négatif ici. Je vais aussi travailler avec mon articulateur. Alors, moi, j'aime bien, il y a plusieurs types d'articulateurs, hein, des fichiers tels qu'on peut intégrer aussi dans le dental system. Je vais prendre tout simplement le cadran voilà. Voilà, je vais le positionner correctement. Hop, c'est bon. Quoi d'autre? Elle est en négatif. Mon fichier est bien. OK. Je finis la conception de mon modèle. Elle est en train de calculer et intégrer la base de l'articulateur vers la base du modèle. C'est toujours le moment de prendre note d'une question, si vous avez pendant la présentation. C'est aussi le moment de regarder si vous avez des messages sur votre téléphone pendant qu'il fait son calcul. Non. Voilà, c'est fini. 50%. La fusion de la plateforme de préparation, ça, ce sont des étapes obligatoires. Ça dépend du processeur qui en a. Ça dépend de la complexité du cas, mais j'ai déjà mon élément qui est bon. Et pour vous montrer ici comment on fait la partie des découpes de l'angle, ben, je viens tout simplement avec cet outil ici. Hop, je la trace. Plutôt l'inférieur parce que c'est ça qui était sélectionné. Et voilà, j'ai créé mon petit angle qui va m'aider après à sortir le modèle plus facilement du plateau d'impression. En fait, comme c'est un démo live, évidemment, ça prend le temps de processement. Hein. Là, qu'est-ce que le logiciel est en train de faire? Il est en train de créer les trous, vider l'intérieur du modèle. Ça veut dire qu'on a fini toute la surface extérieure, d'accord? Et là, il va nous montrer
les résultats du type de modèle que je vais choisir. Souvenez-vous, j'avais choisi ASIGA, true and true. Ça veut dire empty and holes. Hein? Donc là maintenant, nous avons quoi? Un fichier qui est déjà à l'intérieur vide avec les trous pour que la résine puisse naviguer à l'intérieur, entrer et sortir pendant la production, c'est important, mais surtout pour sortir après. Et les grands trous des sorties de résine. Donc on voit ici comment l'intérieur et les creux, je vais sortir en outil pour vous montrer exactement de quoi je parle. Voyez là. Donc on a une bonne épaisseur, ok, donc une bonne épaisseur pour mon modèle ici, 1 mm, ça suffit largement. Hein? Et on a aussi des trous de sortie de résine. On a aussi l'angle pour enlever, la résine de l'intérieur. Regardez, disons ici, hop là. Et les die. Même les die, les crous aussi. Pas besoin de faire un die crew, mais là, elle est comme ça. OK, c'est bon. Maintenant, je peux importer ces fichiers vers le Composer. Alors, le Composer, c'est le logiciel qui permet à lancer la production. D'accord? Donc, je viens tout simplement ici. Ça, c'est ASIGA Composer ou Composer. Hein, ça dépend de l'accent. Surtout si tu as un accent brésilien comme moi. Je viens ici, je vais sélectionner mon fichier. Hollow Model, Flat. Je peux prendre les fichiers que j'ai enregistrés. C'est bien ça, j'espère que c'est là. Non, c'est ça. Ils sont ici. OK. Donc, ça, c'est le fichier de cas que je vais choisir. Je crois que c'était ces trois-là qui m'intéressent. Je peux importer les trois à la fois. C'est assez rapide l'intégration. Et je ne prends pas la tête, hein, je fais en auto-placement. Et même si j'ai plusieurs configurations pour la partie d'importation, moi, ça m'égale. Moi, ça me suffit, je peux lancer l'impression comme ça. Voilà, c'est bon. D'entre plusieurs options que j'ai sur le Composer, il y a une que j'avais préparée pour vous. Alors, comment ça se passe? C'est la possibilité de créer de multi-staking. Alors, comment c'est le multi-staking? C'est très cool. Imaginons que nous avons ici une plateforme, d'accord? Et que cette plateforme d'impression, elle est pleine. J'ai déjà plein d'éléments. J'ai plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est la fin de journée. Bah, je peux lancer la nuit, par exemple, pourquoi pas. Or, dans la journée même, si c'est le matin, je vais récupérer dans quelques heures mon fichier. Bah, tout simplement, je vais ajouter un deuxième plateau sur les plateaux existants. Vous voyez? Et là, je vais pouvoir placer des éléments davantage. Donc, je vais profiter aussi de tout le volume en vertical de cette imprimante ASIGA, par exemple. Là, j'ai différents types de grilles. D'accord? Square, par exemple. Carré. Et ensuite, je vais créer des colonnes de sustentation, tout simplement. Alors, je viens ici ajouter. Et bah, je vais ajouter des colonnes comme ça. Alors, regardez mon fichier CRO. Bah, j'ajoute ici. Je vais essayer, enfin, je vais placer un peu n'importe comment. Hein, c'est démonstratif. Hein. En fait, j'ai déjà préparé un autre plateau qui est laquelle je n'ai pas mis sur les fichiers, hein, mais ici c'est uniquement pour vous montrer comment c'est rapide à faire. Un deuxième plateau, une deuxième plateforme. Ne prends pas en compte les supports que j'ai mis sur le modèle. Hein. Je fais ça assez rapidement. Ici,
par exemple, j'ai pris un peu plus de temps. D'accord? Donc là, on est bon. Là, on est. Oups. Il y a une petite erreur ici. C'est pas grave. Je viens, je peux le supprimer. Hop là, elle est où? Supprimer Tools, Generate Mood Stacking. Donc, Remove. Je peux le supprimer. Ouais, en fait, ça ne dérange pas hein, parce qu'il n'est pas vraiment sur la zone. Mais je peux l'enlever. Et après, je peux ajouter un autre ici. Bref, voilà, c'est bon. C'est réparé. Il n'y a rien qui changé. Maintenant, je prépare un deuxième plateau qui était déjà préparé dans ces cas-là. Vous voyez, les supports, ils sont ici. Et je fais l'importation. Et automatiquement, j'écris sur la partie de génération de supports. Donc, les supports sont automatiques. Je peux changer la géométrie, je peux changer l'épaisseur, etc. Je peux même créer des supports flexibles. Mais la fonction Mood Stack, c'est à partir du moment où j'ai mon plateau avec son étage, d'accord, on va construire. Et là, je vais ajouter les plateaux, les projets qui sont dans mon logiciel. Ça veut dire que si j'ai trois projets, ben, je vais ajouter les plateaux sur l'autre. Je n'ai pas pris les bons. Voilà. Vous voyez? Donc, comme ça, j'ai un deuxième plateau d'impression. Pour l'impression, avec deux plateaux, pour 2h46 minutes. Enfin bref, je suis en mode démo, donc on passe rapidement. Ce n'est pas le but, mais c'est ça que je voulais vous montrer au niveau des démonstrations d'aujourd'hui. On continue sur la présentation. Après qu'on a fini d'imprimer, il y aura peut-être un peu de résine, et même avant, surtout avant l'impression, mais je préfère faire ça après l'impression car la machine sera prête pour lancer directement. C'est avec l'aide d'une petite lumière, voir si sur les vitres, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de petites résines qui endurcies qui sont restées autour, essayer de nettoyer la machine, c'est toujours bien, elle va toujours avoir un air propre, elle va toujours mieux fonctionner. Hein. Un système qui est propre fonctionne toujours mieux. Il y a des gens qui préfèrent faire le retrait avec une spatule plus fine en métal, même que c'est pas trop grave si on rit la plateforme, c'est pas trop gênant, excepté par l'aspect esthétique. Il y a d'autres qui préfèrent utiliser une raclette en plastique. Cette raclette, par exemple, ici, je l'ai trouvée sur des sites internet qui donnent des fichiers STL gratuitement. Donc, j'ai téléchargé, je l'ai imprimé et après, ça me sert de raclette. Mais un objet que j'aime vraiment bien pour l'utilisation de ça, c'est la raclette au silicone. Parce que quand je vais gratter non, mais effectivement manipuler les bacs de résine avec une spatule en métal, avec les coins assez fins, je risque de créer des marques, d'endommager la surface de silicone. Donc, moi, je préfère beaucoup plus utiliser une petite raclette en silicone, comme ça, on ne risque pas d'abîmer les bacs. Éventuellement, on peut trouver des parties qui sont endurcies lors de procès d'impression. On va retirer ces morceaux-là avant recycler le matériel. Oui, on peut recycler le matériel. Ça veut dire qu'on peut s'en servir de bouteilles noires, donc la lumière ne rentre pas dedans. Et avec un éteignoir, on peut filtrer et garder la résine et changer cette résine pour un autre type de résine, pour un autre type d'application et réutiliser la résine qu'on avait utilisée auparavant dans la même machine. Il y a aussi des petits peignes qui on trouve aussi sur Internet, comme cela, c'est le modèle Blue, qui on peut passer et la partie endurcie, ben, ils vont sortir avec. Ça permet, si on sort des filtres, ça permet d'enlever
de tout ce que c'est étrange à la résine. Il y a aussi certaines machines qui permettent de faire une exposition de plateau complet. Ça veut dire qu'ils vont photopolymériser complètement la surface du plateau. Et ils vont créer une fine couche qui sert un peu comme piège, hein, qu'on va enlever c'est encore une fois étrange à la résine. Non. Mais en arrivant à la fin, pour parler un peu de sens commun, on est tous d'accord, on est dans ces moments de coronavirus, on fait beaucoup plus d'attention, mais ce sont des choses on doit toujours prendre en compte. On va travailler toujours sur une surface stable, donc la machine, elle est une table, un bureau solide, il n'y a pas de vibration. Évidemment, on est en train d'imprimer des objets de complexité, de précision. On souhaite donner davantage d'un plein d'aspects. Mais je souhaite que ma machine soit installée dans une base solide, hein, avec une surface facile à nettoyer, d'inox, au métal. Enfin, je ne veux pas installer une imprimante 3D sur une table en bois massif. On parle de résine acrylique, on parle d'un produit qui est tachante. S'il tombe dans un vêtement, la résine acrylique, c'est difficile à enlever, voire même impossible. Donc, on va toujours utiliser une blouse, on va toujours utiliser des gants en nitrile. On ne souhaite pas que la résine acrylique tombe sur la peau, ça peut créer des allergies, ça dépend du type de personne, mais on va aussi jamais travailler en plein soleil sur une imprimante 3D parce que le soleil, pas besoin de dire, hein, c'est la source de rayons UV la plus importante de l'univers, au moins de notre univers à nous. Hein, et surtout, très important, un endroit bien ventilé. Oui, la sécurité fait partie du travail du médical, hein, n'importe quel type de métier, on doit faire attention avec la sécurité, mais on va garder ces consignes. Après qu'on finit l'impression, on va vers la partie de traitement postérieur à l'impression. Basiquement, on a deux étapes à faire. Une, c'est l'étape des bancs, et après, une deuxième photopolymérisation pour assurer la solidité de l'élément. Il y a des systèmes automatiques, des unités de lavage comme cela de chez Formlab, c'est bien. Hein? On introduit le liquide dans un bac avec isopropanol, deux types de liquides nettoyantes qui existent. Là, et la machine fait en sorte de centrifuge et ça nettoie, mais c'est un peu pareil comme l'ultrason, qui beaucoup de vous avez déjà dans votre laboratoire. La préconisation que je fais, c'est de faire un banc en ultrason, donc pour quelques 3 à 5 minutes, grand maxi, sur un banc de alcool isopropylique. Et après, un deuxième banc, dans un autre bac, pour faire une sorte de rinçage. Voilà, ça veut dire qu'on sépare, on fait deux cycles de lavage comme ça, assez rapidement. C'est un grand problème. Et après les bancs, un petit four. Alors, c'est 10 minutes. On va pas passer beaucoup de temps dans le four de photopolymérisation. Il y a deux types de modèles disponibles aujourd'hui. Il y a des chambres de photopolymérisation assez simples. Donc, il y a de lumière UV à l'intérieur. On va placer quelques 10-15 minutes. Ça dépend du type d'application. Ça dépend du type de résine que vous êtes en train d'utiliser. Donc, il n'y a pas de chiffres fixes par rapport à la photopolymérisation dans l'étape de post-traitement. Mais il y a aussi des systèmes super avancés comme le autoflash, pardon. Et là, on a déjà la possibilité de régler le longueur d'onde de la lumière UV. Ça veut dire qu'entre 280 et 580,
on peut paramétrer la machine pour être à la bonne longueur d'onde avec la bonne réactivité de la résine. Ça, c'est super important. Et en plus, il ne fait pas une lumière constante comme certaines chambres de photopolymérisation. Elle a fait 10 flèches. Elle fait 10 flèches par seconde. D'accord? Cela évite que la température dépasse trop. Parce qu'on ne souhaite pas trop chauffer la résine non plus. Hein? Donc, ce type d'équipement, il est vraiment optimisé. Dans un premier moment, elle est utilisée pour les marchés de bijouterie. Hein? Et ils sont en train de créer un appareil un peu plus grand, un peu plus dédié pour l'utilisation de terre. Mais c'est aussi un bon signe que le marché d'accessoires est en train d'arriver avec des solutions plus performantes. Les gens aujourd'hui ont besoin d'avoir de la performance, de matériel dédié à leur application. Donc la réponse se trouve aussi sur AutoFlash, qui a comme optionnel l'ajout de gaz azote, hein, qui réduit la présence de l'oxygène et qui assure une performance beaucoup plus importante et une qualité d'état de surface, une qualité de la pièce vachement supérieure. J'ai déjà eu l'opportunité de voir qu'est-ce qu'on sort d'un AutoFlash pour la photopolymérisation, qu'est-ce qu'on sort d'une chambre de photopolymérisation plutôt ordinaire. Il y a quand même une différence. Donc, on est en train d'arriver à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite heure qu'on a passée ensemble. Je vous remercie d'avance. Souvenez-vous qu'aucun lieu de travail est identique. Donc, réfléchissez bien à la ventilation, à la température ambiante, à utiliser une surface stable et surtout, ne prends pas des raccourcis avec l'impression 3D. C'est le protocole. On peut vous aider, on peut vous accompagner. On est là pour vous et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. En profitant, je vous invite aussi à connaître notre boutique en ligne où vous pouvez trouver les différents types de résines qu'on a présentés aujourd'hui dans cette webinar. Vous pouvez rentrer directement sur notre site internet. Et bien sûr, hein, likez-nous partout, LinkedIn, Facebook, Insta, et aussi sur notre site internet, vous pouvez signer pour notre newsletter et être à jour de nos nouveautés et de type d'accompagnement personnalisé qu'on peut avoir. Si vous avez des questions, on arrive à la fin. Aujourd'hui, 28 avril 2020. C'était pour moi un plaisir d'avoir passé ce temps avec vous. Ah oui, ok, on a une question. Pourquoi pas ne pas utiliser de latex, des gants en latex et de nitrile? Ah ben, ça, c'est une question intéressante. En fait, le latex, c'est pas qu'il ne fait pas la protection, mais c'est qu'en fait, le latex, enfin, les nitriles, il est beaucoup mieux que le latex. Le latex, c'est un caoutchouc naturel. Il colle sur la main. Hein. Le nitrile, il est beaucoup plus isolante au niveau de résine. En fait, le latex, si on passe au microscope, il y a plein de petits trous. Ben, les nitriles, non. Les nitriles, elle est complètement fermée. J'espère que vous avez, j'espère que cela avait répondu à la question. Oui, encore une autre question. Pensez-vous de la qualité résine Try-in? Il y a une chose que j'ai appris de ces presque 15 ans d'expérience exclusive dans le numérique d'Inter,
c'est que le sentiment de qualité, il est très variable et ça dépend du prothésiste. Du prothésiste, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont acceptables selon certains points de vue et pas autant que d'autres. Je ne reste pas sans réponse pour la question. Pour moi, la qualité des résines Train, il sert à ce qui ça sert. Mais dans la pratique que j'ai plutôt, que je puisse accompagner avec certains dentistes, on allait directement à des matériaux qui étaient beaucoup plus proches de matériaux final. Éventuellement, pour certains cas, on faisait même de, de try-in avec le matériel définitif. Oui, c'est un peu contradictoire, mais en même temps, ça nous permet davantage de voir les résultats et aussi de travailler et remodeler. Je parle là, par exemple, de résine acrylique, hein, de remodeler un peu la forme des dents, la forme de la prothèse complète. Il y a une autre question ici. La différence entre des qualités entre résine trying versus résine prothèse. Ah oui, d'accord, j'ai pris les points. Bon, il y a une différence de qualité, mais ce n'est pas une différence de qualité. C'est une différence de processus. Hein. La résine prothèse, elle est certainement beaucoup plus manipulable que la résine qu'on imprime. Parce que vous avez vu le processus d'impression comme il est. Hein. Donc, aller toucher, retoucher une résine de prothèse classique en acrylique et d'une résine qui a été imprimée pour un trying, on peut voir un peu de différence. Mais encore une fois, ce sont des différences dans des habitudes, pas dans la manipulation, pas dans l'aspect final. Non. Je pense que la meilleure façon de répondre, c'est de faire vous-même un test et vous-même vous prenez votre goût parce que dans la prothèse, vous le savez très bien, il y a une façon particulière. Chacun, il y a un rayon, il y a une certaine liberté dans les protocoles. Je ne dis pas de sortir du protocole, mais dans les protocoles numériques, on doit uniquement utiliser de résines qui sont numériques. Donc, le train, il est aussi numérique. Donc, si ça, c'est mon protocole, ben, c'est à moi de m'adapter dans ce protocole et pas d'essayer de comparer le analogue vers le numérique. On a plein de questions. Très bien. Et après, si vous voulez approfondir dans le sujet, on peut prendre un moment pour un appel. Vous laissez vos coordonnées. Patricia va m'envoyer tout ce que vous écrivez dans le chat. Est-ce qu'il y a de la distorsion dans la résine pour la prothèse complète? Non, non. La distorsion, non, parce que en fait, là, quand on est dans les numériques, on commence depuis la bouche en numérique. D'accord? Donc, on va faire un cas d'un édentulus, hein, donc un denté complet pour faire une prothèse complète. Je vais utiliser une caméra pour faire ça. Hein, donc, la distorsion, la tolérance, elle est déjà vachement réduite. Dans l'impression, aujourd'hui, on parle des couches de quelques microns. Donc, pour la prothèse complète, on est vachement à l'intérieur de la zone de confort pour le travail. Donc, restez tranquille, distorsion n'est pas un mot qui fait partie de dialogue dans le numérique. On peut, évidemment, si on laisse une prothèse complète trop de temps dans une unité de photopolymérisation, là, on peut voir une distorsion. Là, parce qu'on a trop chargé, la pièce a pris chaud, donc la déformation, elle vient peut-être d'une sortie de protocole d'utilisation plutôt que dans le procès de fabrication.
On a encore une autre question sur le trying. Donc, un trying pourrait être en bouche pour quelques années. Attends, il y a un problème de nomenclature là, parce que trying, pour moi, c'est une pièce qu'on va s'en servir de façon temporaire en bouche pour tester l'occlusion, pour tester l'anatomie éventuellement, pour faire un test. Et pas pour garder quelques années en bouche. Donc, moi, non. Moi, la réponse est non. Après, dans chaque pays, il y a des différentes réglementations à prendre en compte. Donc, là, si vous voulez faire une pièce qui reste en bouche quelques années, bah, il faut passer sur du provisoire, long terme. Je pense qu'on est plutôt dans cette voie-là. Il y a encore une autre question. La différence de qualité entre résine pour les dents et les dents achetées en plaquettes dents résine est-elle durable? C'est une bonne question. Je pense que les dents de commerce, les dents qu'on achète en plaquettes, euh, quand j'étais au Brésil, je visitais l'usine des dents de chez Dentsply. Ils ont une usine des dents là-bas. Et j'ai pu visiter la partie de production des dents. En fait, c'est la presse de multicouches de films plastiques qui fait les dents de commerce. D'accord? Ils sont pressés et c'est comme ça on a un dent de façon traditionnelle. La raison de la visite dans cette usine, c'était parce que j'étais dans un projet de transformation de cette usine vers l'usinage. Donc, en fait, le but était de supprimer les procès anciens de presse par les procès d'usinage direct de PMMA. Donc, en fait, les Dentsply, qui fabriquaient des dents pressées, voulaient améliorer leur façon de produire, gagner en qualité en usinant de PMMA avec des machines d'usinage, comme des machines que vous avez dans votre laboratoire, mais en plus grand, un peu plus intégré avec des chaînes de production, etc. Donc, là maintenant, on parle de résine permanente pour imprimer des dents. Euh, il faut faire des études comparatives. Je n'ai pas une étude documentée, je n'ai pas un moyen de comparer l'usinage de la masse de PMMA et une pièce imprimée en résine permanente, mais je m'engage à trouver ce type de réponse et certainement ce sera assez intéressant. Merci pour la question. Il y a encore plein de questions. Je suis désolé, il faut qu'on avance. Oui, quelle est la durée d'efficacité en bouche? La durée d'efficacité en bouche, ça dépend du type de résine, ça dépend du type d'application, hein, parce que, par exemple, un guide chirurgical pour rester quelques heures, il y a la réglementation pour tout ce qui est biocompatible, c'est elle qui détermine. Il y a différentes classes. Donc, il y a des résines qui peuvent rester quelques heures. Il y a des résines qui peuvent rester de façon permanente. Il y a des résines qui peuvent rester quelques jours, etc. Donc, là, ah, pardon, je crois que j'ai une deuxième question qui est partie d'une question d'après. La différence des qualités entre résines pour les dents. Ah non, ça c'était bon, c'est répondu. La dernière question, la résine trying, elle est valable pour être en bouche durant quelques années. La résine trying, c'est comme je dis tout à l'heure, hein, pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Si vous parlez de la résine permanente, la résine Ceramco, la réponse est oui. C'est prévu pour rester de façon permanente en bouche.
Hein. J'ai l'impression qu'on a un petit mélange de termes, de terminologie entre résine trying, que j'ai une compréhension que c'est plutôt pas quelque chose de temporaire, par rapport à la question qui c'est plutôt valable pour être en bouche durant quelques années. Donc là, peut-être on peut prendre quelques minutes pour une discussion entre nous, pour être clair que la réponse soit bien répondue. En tout cas, j'aimerais bien remercier à tous la présence, la participation. J'espère que le confinement passe plutôt bien pour vous, malgré les difficultés qu'on a tous passées ensemble. On est à 1h15 de webinaire. C'est l'heure de dire au revoir et vous souhaiter une très bonne reprise, que l'activité démarre fort. Et comptez sur nous, comptez sur Dental Access pour vous accompagner dans ces démarches numériques. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.